En faisant des ratissages dans les fuseaux qu'on nous a indiqués. Nous allons traverser la tranchée transfrontalière Cameroun-Nigeria. Accompagné du lieutenant-colonel Meyo Messé, nous partons à Kolofata, poste de commandement du BI Zone Sud. Une fois sur place, le colonel va tenir un débriefing avec ses hommes qui sont de retour d'une mission de nomadisation de 72 heures. Elle était commandée par le CBA Biwele Akam, qui avait la charge de 116 hommes sur le terrain. Une mission conduite entre Ngakara et Ndaba, et lors de laquelle ils ont pris contact avec l'ennemi et l'ont désorganisé. Chef de bataillon Biwele Akam, chef CELO, nomadisation Bison Sud 2403, en zone colonel. Mon colonel, nous sommes là pour le débriefing de la nomadisation qui vient de s'achever. Nous avons vu des traces de pas, nous avons vu des motos, nous avons vu des traces de bicyclettes. On pense que, mon colonel, il faut multiplier ce genre d'action de présence dans ce secteur. Principalement dans ce secteur. Si on multiplie, on pense que l'État ne va pas assez. C'est au tour du commandant de la zone sud de s'adresser à ses hommes. Cette opération nous a permis de pouvoir saturer l'espace au-delà de la frontière. Nous sommes allés à la rencontre du maire de Kolofata, un colonel retraité de l'armée de terre. Le soutien de la commune est multiple et multiforme. D'abord, nous collaborons avec les forces en présence, notamment le BIR, qui est la force d'intervention, en leur fournissant en temps réel les renseignements que nous obtenons de nos conseillers municipaux qui sont disséminés dans tous nos villages. 1. Donc, renseignement. 2. Les soutenir, par exemple, sur le plan logistique. Fourniture de moyens de transport, etc., en cas de défaillance ou en cas de panne. Donc la collaboration est totale et je dois dire, peut-être c'est dû au fait que je suis leur aîné, j'ai fait dans le métier, mais je ne suis pas passé inaperçu. Pour ce qui est du rôle de sa communauté depuis le début de la crise, toute activité ennemie. Voilà notre intervention. Deuxième intervention, c'est grâce à cette collaboration, par exemple, le BIR fait ce qu'on appelle de soutien à la population, action civilo-militaire. C'est moi qui fournis au BIR, par exemple, au commandant du BIR, voilà les nécessités, les besoins urgents de telle population, de telle ville. Et si le BIR a à plusieurs reprises intervenu du côté de Kerawa, du côté de Tolkomari, on va entreprendre avec les sinistrés de Kolofata comment le BIR va s'illustrer aussi dans l'ACM. Le principal défi, c'est le retard de ce qu'on appelle le CAC. Il faut dire la vérité. Nos CAC arrivent en retard. Et c'est très difficile quand vous n'avez pas les moyens de la guerre. Qu'à cela ne tienne, nous avons le soutien des petites entrées à gauche et à droite qui nous permettent de boucher le trou, comme on dit. Défi donc sur le plan moyen. Sur le plan personnel aussi. Nous n'avons pas des éléments qualifiés, que ce soit au sein de la commune ou même à l'extérieur de la commune, capables de faire ce qu'on appelle le renseignement prévisionnel. Cet ex-militaire ne manque pas de partager avec nous les défis auxquels il fait face. Donc pour remblayer la deuxième tranchée, il faut qu'il y ait une force, soit à Cordo,
soit à Kijimatari. Donc, mais cet axe permet déjà aux BIR d'intervenir très rapidement jusqu'à la frontière. Même chose du côté de Gréa. La commune a rétabli le corridor Kolofata-Guidi, Gréa, que le BIR, ce qui permet au BIR d'intervenir à tout moment sans trop de difficultés. Il partage avec nous ses espoirs en ce qui concerne une probable résolution du conflit. Là, c'est vraiment, vous me donnez l'occasion de dire une fois de plus, comme à chaque fois que l'occasion se présente, la gratitude de toute la population de Kolofata envers BIR. Je ne veux pas m'étaler aux actions quotidiennes. Le BIR passe, il passe ici 24 heures sur 24. Et à l'heure actuelle, après le sinistre des 3 quartiers, j'ai demandé au commandant de mettre à ma disposition un élément pour convoyer ces populations, aller du côté de Kijimatari, la frontière, Kordo, de mardi à vendredi, ce qui a été fait. Il partage avec nous ses espoirs en ce qui concerne une probable résolution du conflit. Vous savez, Kolofata, ça ne fait pas longtemps que nous avons connu les hommes en tenue. Donc avant, on fuyait, on voyait un véhicule militaire. Mais maintenant, déjà, quand un véhicule militaire s'arrête, on voit des petits qui viennent demander, saluer. Et ça, c'est mon espoir. Donc, relier le lien armée-nation, armée-population. Mais il voit une certaine complicité. Et il faut qu'il cesse de croire à ça. Quelle que soit la force, que ce soit le BIR, les forces multinationales, je crois qu'il y a toujours des brebis galeuses. Il ne faut pas qu'il croie que l'homme du BIR, c'est celui qui va dépasser derrière le Boko Haram pour faire au contraire. Nous retournons au poste de commandement du BIR à Kolofata. Dans son bureau, le lieutenant-colonel qui sert au BIR depuis 18 ans, avec à son actif une longue liste de théâtres opérationnels comme l'opération Arrow 1 à 8, l'opération Peace at Boubadjida et l'opération Shield, pour ne citer que celle-là, parle de sa zone de commandement et des localités les plus chrysogènes de son dispositif. Sur une échelle de temps, la menace fait déplacer du nord vers le sud de la zone d'action, de la zone sud. Alors actuellement, nous avons les localités comme celle de Moskota et de Vreket, qui sont les localités les plus chrysogènes dans notre dispositif. Cela parce que Moskota, c'est une zone carrefour. Lorsque vous sortez des monts Mandara, il y a plusieurs accès qui passent tous par Moskota. Par exemple, du phénomène Boko Haram, la zone d'Amchidi, celle de Limani, en zone centre, bien évidemment celle de Kolofata, qui était le fief de la secte. Et plus au nord, on parler de la zone de Photocol. Bon, voilà. Ouaza fait partie à un moment donné, lorsqu'il y a eu l'enlèvement et tout. Donc voilà quelques localités qui ont fait mention des activités intenses au début de cette crise. Pour ce qui est de la cohésion en zone sud, les relations sont très bonnes, je veux dire, entre Nigeria et entre les forces d'armée nigérianes et les forces d'armée camerounaises. Nous avons les opérations au niveau zone et niveau opération alpha que nous effectuons dans le territoire nigérian avec la collaboration et la participation renseignement des Nigérians qui nous orientent selon différents objectifs. Bon, je peux me résumer en disant que la collaboration est très bonne entre les deux forces. quand nous lui demandons ce qui fait leur force,
En zone sud, on ne dort pas. On est constamment sous l'effet ou les effets de la force de position. Et également, je voudrais aller embrayer avec le second niveau, qui est au niveau du respect de procédures et des standards. Nous sommes attachés particulièrement au respect des procédures et des standards mis en vigueur dans l'opération Alpha. Il est 18h40 lorsque le colonel reçoit un appel du 42e bataillon d'infanterie motorisée. La gendarmerie de Kouyape serait attaquée. Des coups de feu ont été entendus. Le 42e bille, situé à proximité mais avec une équipe limitée sur place, fait appel à Kolofata pour une intervention. Malgré l'urgence de la situation, il est essentiel de suivre la procédure en vigueur. Le lieutenant-colonel organise rapidement un briefing. Nous avons reçu une alerte pour ces gendarmeries de Kouyape et attaquer. Nous allons immédiatement voler à leur secours. Je vous rappelle les consignes. Première chose, on va faire attention aux EI, parce qu'ils vont sûrement mettre les EI sur la route pour empêcher une intervention. Deuxième chose, pour la bonne coordination avec les amis. Nous avons déjà pris contact avec le chef de poste, mais il n'est pas en ligne. On va continuer à empêcher le contact tout à l'arrivée. Nous avons nos dîners amis de Moscota et de Vriquette qui ont déjà pris tenter d'embuscade au niveau de P0 et de Colbox pour empêcher le repli des terroristes. Donc immédiatement, vous allez embarquer dans vos véhicules. En tête, nous aurons la Coyote qui va aller en tête, suivi de mon véhicule. Et l'autre véhicule aura le dernier groupe, pour le dernier groupe. Est-ce qu'il y a une question, un problème? Est-ce que quelqu'un a un problème d'armes? Est-ce que quelqu'un n'a pas pris suffisamment de munitions? En bas. Pendant ce temps, les véhicules se mettent en place. Le même mode ici, non? Il n'y a que les 3 véhicules à niveau. Oui. Dépêchez-vous. Tout est prêt. La patrouille d'intervention se met en route. Le déplacement va durer 45 minutes environ. Malgré l'urgence, les véhicules respectent la limitation de vitesse. Nous passons plusieurs villages, dont Tolkomari, où se trouve un poste de gendarmerie. En chemin, précisément à Blabine, les véhicules s'immobilisent. Nous débarquons tous, excepté les chauffeurs. L'abordage de la zone rouge se fera à pied, à cause de la menace EEI. C'est plus sûr ainsi. On est à Kouyape. C'est très peu éclairé, mais grâce au phare des véhicules, nous frayons notre chemin. Tout semble calme. À l'arrière d'un bâtiment, un groupe de personnes, difficilement identifiables dans l'obscurité. Le colonel prend les devants. Sur point, je suis
suis j'étais même de ce côté de la marche devant, parce qu'on a 4 secteurs où les BH entrent souvent. Moi, je suis c'était là-bas loin, presque à 500 km de la route, avec mes hommes sur le terrain. Le colonel essaie de s'enquérir de la situation. Mais malheureusement, pas suffisamment de détails pour envisager une quelconque manœuvre. Les coups de feu ont été entendus, mais personne ne semble savoir exactement leur provenance. Le colonel continue de poser des questions. On est venu rapidement là. Pensant qu'on pouvait, on venait voler à votre secours, on a fait le temps. Merci beaucoup, mon colonel. Merci beaucoup. Avec nos numéros. Merci beaucoup, mon colonel. Rien de bon à en tirer. Au final, c'est une fausse alerte. Nous quittons les lieux. Sur le chemin retour, nous apprenons que la mission en cours en zone centre depuis 48 heures sera écourtée et que la force engagée sera de retour au camp de Limani aux environs de 1h du matin. Après un bref arrêt à Kolofata, nous replions sur Limani pour assister à leur retour. Il est 1h20 quand nous entendons les véhicules entrer dans le camp. Une fois débarqués, les hommes vont faire une inspection de sécurité de leurs armes avant de se mettre en place pour le débriefing. Là, c'est du niveau, les gars. Ouais, c'est comment là? Fex. Papa. Alloy. L'ensemble de la force, blocus sur la parallèle rassemblée, 166 présents, prêt pour le débriefing. À vos autres, mon colonel. Gallo! Repos, bonsoir, monsieur. Bonsoir, au plutôt bonjour, monsieur. La dernière bouchée, on n'a pas pu la prendre. Mais comme c'est notre village ici, là, on va recommencer ça. On a arrêté tout pour faire sortir les permissionnaires, vous comprenez? L'importance des permissions. Tout ça, là, c'est un but opérationnel. En dehors des 2 malades, le reste est OK. Effectif, matériel, on ne cherche rien. On a profité pour faire tester les armes. Je crois qu'on a fait le point, non? Essim, il faudra faire le point avec Chopas pour voir les armes qu'il faut envoyer en maintenance. Après avoir réduit la menace terroriste à sa plus simple expression, les Boko Haram ont perdu pratiquement la puissance de feu, la détermination des débuts et ont opté pour des modes d'action beaucoup plus subversifs. L'emploi des kamikazes contre la population et l'emploi des mines artisanales sur les axes principaux employés par la force de défense et de sécurité. L'axe entre Limani et Bandéry, où se trouve le PC du sous-secteur 1 de la force multinationale, fait l'objet d'une attention particulière au regard de la menace EEI mentionnée plus haut. « 8h30 ce matin. Le BI fait donc la dépollution de cet axe
avec un dispositif anti-mine accroché sur un véhicule blindé. Vous venez de voir là l'approche d'une zone dangereuse. Donc ils sont à l'approche d'une zone rouge et les hommes sont en train d'exploiter, profiter du blindage de l'engin pour se rapprocher au plus près avant de pouvoir engager les Boko Haram qu'on a identifiés dans le village qui est juste à côté. Donc c'est juste pour la protection, pour se rapprocher au plus près possible de l'objectif avant de pouvoir prendre les abris, utiliser les habitations comme des abris et commencer le combat de localité. Le dispositif que vous voyez accroché à l'avant du typhon blindé, c'est un dispositif qui fait déclencher les œillets qui sont sur la route, des œillets qui ont au préalable été identifiés et qui a une masse suffisamment importante pour faire déclencher toute œil à pression qu'il y a sur notre itinéraire. Nous partons de Limani pour Mora. 1 heure de trajet et ensuite de Mora pour Ouaza, où se trouve le poste de commandement du Bison Centre Opération Alpha. Au total, 3 heures de route. Le trajet est long, mais on se laisse bercer par ce beau paysage. Peu ordinaire, nous avons pu observer les magnifiques paysages qui défilaient sous nos yeux. Les champs, les petits villages pittoresques et les montagnes majestueuses se succédaient le long de la route. C'est ici que se trouve le poste de commandement du BI, zone centre de l'opération Alpha, sous le commandement du chef de bataillon Dame Sango Daniel. Il totalise 18 ans de service au sein des BI et est engagé à l'opération Alpha depuis le 2014, d'abord avec le centre antiterroriste comme chef section, commandant d'unité AT, chargé de la conduite des opérations spéciales, commandant second, commandant du CAT et maintenant comme commandant de zone. Après avoir assumé les fonctions de chef cellule des manœuvres futures de l'opération Alpha. Avant d'être commandant du Bison Centre de l'opération Alpha, j'ai été commandant du centre antiterroriste. Il nous parle d'événements marquants de sa carrière et affirme sa détermination à servir son pays. Il faut dire que pendant tout ce temps, il y a beaucoup d'incidents qui m'ont marqué. Chaque incident à sa manière. Mais je vais dire que c'est la disparition, la perte des camarades sur le front. Pour servir mon pays, je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. C'est pour ça que nous sommes engagés librement. Et tant que le besoin va se faire ressentir, nous allons donner tout ce que nous avons pour que les populations vivent dans la sérénité, que le territoire camerounais reste dans sa souveraineté et son intégrité. Depuis sa sortie de l'école militaire interarmée, le chef de bataillon Dame Daniel a participé à plusieurs opérations sur l'ensemble du triangle national. Peace at Home, Camel Hit, Peace at Boubadjida 1, 2, 3, Soleil d'Orient. L'expérience se transmet de la manière la plus simple possible. C'est en donnant l'exemple, en étant devant pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Tenir la main de ceux qui sont derrière nous, ceux qui sont sous notre commandement, nos cadets, et partager la vision du commandement
Et voilà, sur le terrain, dans les actions, voilà, c'est comme ça que je pense que je peux partager mon expérience avec les autres. Dans cette région, le BI connaît peu ou presque pas de répit. Il y a de l'activité H24 quelque part dans l'une des 3 zones. Ce soir, une autre patrouille de Waza est en train de s'organiser à sortir. Probablement une alerte ou une intervention. Ce soir, nous avons reçu un renseignement d'origine humaine qui fait état à ce qu'il y aurait des terroristes qui ont pris des otages dans la localité de Mokolo. Et il se pourrait qu'ils passent dans notre dispositif. Avec l'aide d'un capteur, on a un point de passage où ils pourraient probablement passer. On y va pour mettre un dispositif d'embuscade. Nous cherchons à comprendre la fréquence de ce type d'alerte. Tout le temps, on a plusieurs capteurs, des capteurs un peu de partout. Parce que vous savez que c'est la population qui nous renseigne, nous aide vraiment à voir les traces de l'enfant. Merci. Le lendemain matin, nous allons à la carrière de Waza, où le 17 mai 2014, les terroristes Boko Haram ont mené un raid avec des véhicules blindés avant de prendre 15 Chinois de l'entreprise Sino-Hydro en otage. C'était la première incursion grandeur nature des combattants Boko Haram sur le sol camerounais et donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour que le chef des armées déclare la guerre. Sur le chemin, le chef de bataillon Dame N. Daniel nous parle des difficultés de son unité et de sa zone de responsabilité. Bien entendu, il y a quelques difficultés. La première, c'est que nous constatons que l'ennemi continue d'avoir des sources de renseignements à l'intérieur de la population. Et voilà, c'est la principale difficulté, mais nous avons la chance que la majorité de la population a compris et nous aide véritablement en termes d'information, de renseignement. Et nous cherchons à avoir du 100% renseignement de la population à 100%. Et je pense que ayant décelé le problème, nous sommes en train de travailler pour couper toute source d'informations ennemies qui se trouveraient à l'intérieur de notre zone. Lui aussi nous rappelle le rôle prépondérant que joue la population dans cette guerre. On ne peut pas dire le contraire. La population nous a beaucoup aidés. La population joue une grande partition dans les opérations que nous menons. D'ailleurs, nous ne pouvons pas faire grand-chose sans son appui. Et cet appui-là, comme je disais, c'est surtout en termes de renseignements et d'informations, en temps réel surtout. Les populations sont revenues dans les localités qu'elles avaient abandonnées à cause de la guerre. Et les activités ont repris, les activités champêtres, l'élevage, comme juste à côté là vous pouvez voir les bergers qui se déplacent avec leurs troupeaux. Entre la période où la guerre battait son plein et aujourd'hui, Mais écoutez, je pense que ça s'est fait de manière progressive. Au moment où nous nous engagions dans cette guerre, nous faisions face à un ennemi qui avait une supériorité numérique en termes d'effectifs, qui était lourdement armé, qui était déterminé et qui avait des victoires sur les bases militaires du côté du Nigeria. Et au fur et à mesure que nous avons mené nos actions, compris comment l'ennemi fonctionne, et nous avons pu renverser la tendance progressivement, à tel point qu'on puisse dire aujourd'hui que nous avons ramené la menace à sa plus simple expression sans l'avoir éradiquée totalement.
Cette carrière d'une trentaine de blocs est à l'arrêt. Après cet incident et après la libération des otages, les personnels de la société Sino-Hydro sont partis, abandonnant tout derrière eux. Le but de ce raid était de s'emparer des explosifs que ces derniers utilisaient pour la carrière dans le cadre de la construction de la RN1. Au moment des faits, le chef de bataillon Dam était à la tête de la 2e unité antiterroriste déployée à Amchide. Il nous raconte. En effet, Boko Haram avait franchi la frontière Nigeria-Cameroun en utilisant des engins lourds, des blindés. Ils ont fait éruption dans ce dispositif. Ils ont mené un raid avec pour intention de récupérer les explosifs et les dynamites qui sont utilisés dans la carrière. Et sur leur passage, ils ont... dans cette attaque, on a perdu un homme. On a, je crois, un Chinois qui était décédé. Et puis, ils ont enlevé le reste des Chinois pour sûrement aller exploiter la manière d'utiliser les dynamites chez eux. La libération de ces otages fut une réussite pour l'État du Cameroun, qui a privilégié le bien-être des otages en prenant des mesures idoines pour qu'ils puissent être libérés le plus tôt et dans les meilleures conditions possibles. En réalité, les actions de Boko Haram en territoire camerounais ont connu 3 phases. La première phase, de mai 2013 à juin 2015, qui fut marquée par des enlèvements ciblés et l'expansion territoriale. Pendant cette période, qui fut la plus offensive au Cameroun, le mouvement a attaqué les positions des forces camerounaises et les localités stratégiques par où transitait leur logistique. Parmi ces attaques, les plus marquantes ont eu lieu le 19 février 2013 avec l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier à Ouaza et les 14 novembre 2013 et 5 avril 2014 avec le kidnapping des prêtres catholiques. Par ailleurs, les attaques simultanées du 27 juillet 2014 à Kolofata et à Dabanga ont constitué un tournant décisif. En une matinée, des combattants de Boko Haram ont fait 2 incursions simultanées et spectaculaires sur le territoire national visant à Kolofata le Premier ministre Amadou Ali. Ce dernier était annoncé dans son village pour les festivités de la fête du Ramadan. Plusieurs proches de cette haute personnalité ont été tués et d'autres comme son épouse, l'un de ses fils et le sultan maire de cette commune ont été enlevés. À Dabanga, l'incursion de Boko Haram s'est soldée par 10 civils tués, 2 camions transportant du coton appartenant à la société Sodé Coton incendiés, des magasins et hangars brûlés. Enfin, la 3e phase, 2016 à aujourd'hui, se caractérise par des actes de nuisance isolés. En effet, considérablement affaibli, Boko Haram n'arrive plus à mener des attaques coordonnées de grande envergure et se contente d'incursions sporadiques dans des villages et des attaques ciblées sur des civils, généralement pour des règlements de compte, notamment dans les zones de Tourou, Mozogo, Moskota, Ndaoussaf, Zleved, Fotokol, Bonderi, etc. Lors de ce voyage, nous avons rencontré le Lawan, autorité traditionnelle de la contrée de Ouaza, qui veille à la sauvegarde des us et coutumes ancestrales dans un contexte empreint d'une guerre décennale. C'est ici que réside Sa Majesté Kabir Ousmane, intronisé depuis le 15 octobre 2015 à la suite du décès de son papa.
Un règne qui va débuter, pour ainsi dire, sur des chapeaux de roue, avec à l'entame cette guerre importée du Nigeria voisin. Ici qui est autorisé le 15 octobre 2015, dans le canton de Ouaza, et l'événement de Boko Haram s'est déroulé ici à Ouaza, dans le canton de Ouaza. Belle la main à tous. Il nous raconte. Bon, en 2014, c'était pas facile et beaucoup de gens ont perdu leurs biens et leurs économies. Je remercie Dieu et je remercie le pays, vraiment sans que Ouaza ne vive pas. Et Ouaza ne peut pas dépasser beaucoup de villages qui se sont déplacés. Puisque ici à Ouaza, si nous vivons aujourd'hui actuellement, c'est grâce au pire. Vraiment, le pire ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup fait. Et je remercie aussi les hommes de Dieu. Et aussi sans cesse, ils travaillent, ils prient. Et nous n'avons pas des armes pour combattre le PH. C'est grâce à la prière que nous aussi, nous vivons. Une union sacrée derrière l'armée qui s'est érigée en interposition entre les terroristes et les populations. Le détenteur du pouvoir magico-religieux ne va pas hésiter à contribuer à sa manière pour défendre ses terres, ses populations et soutenir l'armée. Des rituels spécifiques seraient alors mis à contribution pour contrecarrer les stratégies de l'ennemi. Vous savez que nous, les chefs traditionnels, si quelque chose se passe dans ta localité ou bien dans ton territoire de commandement, tu ne peux pas croiser les bras. Tu vas t'organiser avec tes notables, avec les veillards du village, pour que chacun, s'il connaît quelque chose, ou bien s'il apporte beaucoup, puisqu'il y a aussi des choses qui apportent du mal et beaucoup connaissent pour encercler le village et pour les malfrats. Et on a enterré beaucoup de choses dans les 4 points cardinaux et dans l'intérieur de la ville aussi. Si peut-être un ennemi vient, il ne voit pas le village, puisqu'il voit seulement le fumée. Il ne voit pas le village et il replie. Selon lui, les conséquences de cette guerre dans la localité de Ouaza sont d'ordre sécuritaire, socio-économique, avec en toile de fond une activité touristique qui a totalement disparu, désœuvrant toutes ces personnes qui réussissaient à tirer leur marron du feu, en décrochant ça et là des boulots de guide, de photographe et bien d'autres. En 10 années de guerre, beaucoup de choses ont changé. Puisque en 2014, Ouaza ne vit pas totalement. Puisque actuellement, même peut-être la vie reprend un peu. Sinon, avant, il y a les touristes qui viennent en masse. Vous savez que Ouaza est connu grâce à sa parc sur le plan international. Beaucoup des étrangers internationaux viennent pour visiter le parc. Dès lors, vraiment, la secte Boko Haram a tué Ouaza et le parc ne vit pas depuis 10 ans. Puisque ça a aussi freiné l'économie de Ouaza. Puisque avant Ouaza vit, il y a des étrangers qui viennent de partout pour visiter le parc national de Ouaza et le campement touristique. Mais l'événement de Boko Haram, vraiment, ça a tué Ouaza. Et maintenant, Dieu merci, la vie reprend à Ouaza. Au petit matin, nous partons de Ouaza pour Mora à 6h30. Arrivés aux environs de 9h, nous reprenons le trajet avec une courte pause. Direction le centre de désarmement, démobilisation et réinsertion de Mémé, situé à 1 heure de route. Ce chantier dans l'arrondissement de Mémé reflète la volonté des pouvoirs publics de donner une seconde chance aux ex-combattants,
de pouvoir retourner à une vie normale. Dans cette région qui pollue sous l'effet de la rusticité de la nature et la pauvreté ambiante, et où la croissance et le développement économique tardent véritablement à prendre corps, nous observons des employés et des habitants locaux qui s'impliquent activement dans ce projet. Il va sans dire que grâce à cette initiative, plusieurs personnes trouvent des emplois. Malheureusement, en dehors des ouvriers à l'œuvre, il n'y a aucun responsable qui puisse nous renseigner sur les infrastructures en construction. Cependant, on ne se décourage pas. Nous explorons l'infrastructure par nous-mêmes. On observe des détails architecturaux, sentons l'énergie des lieux et laissons libre cours à notre imagination pour deviner la fonction de chaque bâtiment. Finalement, nous allons nous contenter de ce panneau qui résume les objectifs à atteindre pour ce chantier. Plusieurs habitations, une mosquée. Il est prévu des ateliers d'apprentissage des petits métiers tels que la couture et la fabrication de savon. Le chef de l'État, initiateur de ce projet, a pris à cœur le bien-être des pensionnaires du DDR à travers ses initiatives, visant à leur assurer des revenus stables et à vivre d'un métier. Nous allons dans un camp de fortune à Méry, où les pensionnaires en attendant la fin des travaux résident depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes refusés d'accès à l'intérieur du campement provisoire du DDR. Les responsables sont à la prière du vendredi. Il est 13h. Après plusieurs tentatives pour joindre sa hiérarchie, ce dernier refuse qu'on ait accès au centre, prétextant qu'une demande aurait dû être faite au préalable à leur siège à Maroua. Après une longue attente infructueuse, nous nous contentons d'une prise de vue aérienne. Dehors, quelques personnes sont installées et fabriquent des objets à la main, des nattes, communément appelées séco. Nous partons vers un monsieur. On vient d'autres là seulement qui au champ ou pour labourer avec mes enfants. Tu es venu avec tes enfants? Oui, on a labouré au milieu des Cameroun avec l'autre Nigeria là. C'est encore d'abord que le gars qui est en brousse là, qui vient nous prendre sur le champ là, directement amener en brousse. Les gens sont venus vous prendre? Oui. On vous amène? Le gars en brousse là. Ils sont bien frères entre nous comme ça seulement. Les Boko Haram? Oui, les Boko Haram. Boko Haram sont venus vous prendre? Oui. Et ils vous ont amené en brousse? En brousse. Et après? Après d'abord que on a fille, on vient ici. Pour lui, partir du Cameroun pour l'instant n'est pas une solution envisageable. Il travaille ici et est satisfait de son train de vie. Non, je n'ai pas envie. Il n'y a pas l'argent là, je vais aller avec quoi. S'il y a l'argent d'abord,
S'il y a l'argent, tu vas rentrer. Non, si le gouvernement qui donne le rôle, là, je vais partir. Mais... Juste à côté, un jeune homme qui s'est curieusement dirigé là accepte de nous parler. C'est un ex-combattant de la secte islamiste Boko Haram. Pour qu'il se sente plus à l'aise, nous l'amenons sur le côté. Il nous raconte comment, il y a 6 ans, il a rejoint les combattants de ce groupe terroriste. I'm a Cameroon boy, you understand? So the time when I did, you know Kolofata now? Yes. After Kolofata is the brother, our village is Cameroon. So Boko Haram people don't come, they pass, go to Banki, Amchide. So our village there for border. You understand? So like that, don't come, they pass, don't have army for border sides, and they stay for that side. So when they come, they pass, army come, they pass, come to enter to Kolofata. So this Lawan, our village, you can't go to Kolofata. You talk for Sheferi. You can't talk, say, these are our people for village. They don't enter to Boko Haram. But they don't enter. Some don't enter, some do not enter. So when you go come to Kolofata, they come, they arrest you. Don't know, they leave you. So for that stone for Greer, I do like 3 months. Morning time, evening time, I did for that stone. 3 months. Ce jeune homme de 28 ans est originaire du sud-ouest Cameroun et reconnaît avoir participé activement à certaines attaques aux heures chaudes du conflit. I do 2 years. So when I do 2 years, my mom will disturb me. Tell me, say, come, governor, you come the open hand. Boy Cameroon, they come. That's the governor talk. I tell him, say, okay. That's I'm not green. I go stay for border. See Nigeria, you know Kirawana. I stay for Kirawa. My mom every day come they follow me to. I come, I say, okay, no worry. I come to enter my village committee for Kolofata. I have. Don't come pick me for our village. Take me enter to Kolofata camp. I stay more than 2 months. I work with them. I take them go Sambisa, show them where I stay, where then day. I show them more than 2 months or 4 months for camp de Kolofata. Don't take me come to Salak. I stay with them. And then they work together. If you month finish, don't come they pay me. So the time we don't take me come to Moura. That's it. Aujourd'hui, il a changé de camp et affirme être en paix avec lui-même. En collaborant avec les forces de défense et de sécurité, il a contribué à localiser plusieurs terroristes en révélant des refuges et des sites clés de la secte islamiste au Cameroun et au Nigeria. Il explique les raisons derrière sa décision de renoncer au combat. I see the thing before is good. The thing we don't do. You know, if you come kill a person for village like that, don't tell you say if you enter village, that is no good, that is bad. Not do it. This then they follow you talk, but you can't be down safe. You know, Mandra and Kanuri don't come to be different. You understand? This one say come. I said this no be Allah roads. I can't know the thing is bad. I can't live their sets. That's it. Devant ces visages d'enfants en même temps crispés et émerveillés, vivant dans la précarité, les commandos baissent leurs canons pour leur offrir des friandises que nous partageons ensemble. Une astuce qu'ils ont développée au fil du temps.
C'est dans ces instants de vulnérabilité que l'importance de la bienveillance et du soutien se révèle être primordiale. En offrant un sourire, un geste de compassion ou simplement une oreille attentive, nous pouvons illuminer la journée de ces enfants et apporter un peu de réconfort. Ici, chaque petit geste compte et peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. À chaque fois que nous passons dans un village, les populations, adultes comme enfants, nous font un geste de la main et nous disent bonjour, contents de voir les flashs de nos appareils. Il est temps pour nous de repartir. Nous nous rendons à nouveau à Salak, au poste de commandement de l'opération Alpha. Arrivés sur place, nous faisons une découverte impressionnante. Des armes de Boko Haram récupérées après des affrontements. Plus de 400 armes et d'autres matériaux exposés. Le lieutenant Mohamedou Bassirou, chef bureau des renseignements de l'opération Alpha, donne des détails sur la récupération de ces armes en précisant leur provenance. Ces matériaux, c'est des matériaux récupérés lors des différentes opérations menées par l'opération Alpha depuis 2014 à nos jours. Mais ces matériels, nous les avons beaucoup. C'est juste une petite échantillon que nous avons ressorti des conteneurs pour vous présenter. Et nous avons actuellement devant vous environ 300 à 400 armes exposées. Alors, ici, vous avez des armes lourdes, des 12-07. Là, vous avez les mitrailleuses. Là, vous avez des lance-roquettes appelées RPG-7. Là, vous avez également les mortiers que vous voyez là. C'est des mortiers. À quoi sert-il? Oui, ce mortier, vous savez, c'est pour déloger l'ennemi. Ça veut dire que les terroristes l'utilisent lors des offensives pour déloger soit de l'ennemi embusqué et afin de monter à l'assaut, pouvoir neutraliser leurs adversaires. Toutes les armes récupérées sont identifiées de manière spécifique, date, lieu de saisie et autres informations pertinentes à des fins précises. Il y a des armes étiquetées ici avec des noms. Par exemple, ça c'est Infal, oui. Attaque à Kodo. Ça c'est en 2014. Vous voyez? C'est en 2014. Également ici, nous avons des armes récupérées, telles que vous voyez. Oui. Des armes récupérées lors d'un accrochage à Kilcha. En fait, si l'on comprend bien, non seulement vous récupérez ces armes, mais vous vous assurez de l'identification des lieux où elles ont été prises et à quelle occasion. Effectivement. Effectivement, c'est ce que nous faisons. Toute arme récupérée est répertoriée. Ça nous permet de faire des analyses. Outre les armes, les terroristes possèdent également d'autres moyens d'action. Ici, vous savez que le groupe terroriste Boko Haram utilise plus l'endoctrinement des enfants et autres. Ici, c'est des documents coraniques avec lesquels ils endoctrinent leurs combattants afin de les insérer leur idéologie. Là, c'est des Corans. Ça, c'est juste une petite partie. Nous avons plusieurs caisses qui est là.
D'accord. Ici, là, c'est des produits pharmaceutiques saisis lors d'une dernière opération dans la zone de Gargache et Bogomari. C'est l'une des pharmacies que nous avons pu détruire et récupérer ces produits pharmaceutiques. Ici, c'est des fortifiants, de la drogue. Vous voyez, c'est des drogues, c'est des trucs, des Viagra et autres, beaucoup de choses, des substances un peu plus excitantes. D'après ses dires, il s'agirait seulement d'une partie des armes confisquées en 10 ans. Ils auraient 4 conteneurs de plus. Aussi, il précise ce qu'ils en feront. Les armes ne seront pas détruites parce que généralement la majorité des armes sont déportées au musée des billes qui se trouve à Manaobé. Donc ça reste dans des musées. Ces armes ne seront pas détruites. C'est une sorte de réussite pour le BIR, une telle saisie. Justement. À présent, c'est au chef de bataillon Tonke Armel, commandant le groupement d'observation aérienne, de nous parler de son unité de commandement créée en 2015. Il nous fait le point sur cette unité et précise sa plus-value dans les missions de l'opération Alpha. La plus-value de la création du groupement d'observation rapide est que nous ne mettons plus le moindre soldat sur un territoire qu'on n'a pas eu le temps d'observer, d'analyser et d'étudier. Le GEWA agit avant dans l'observation du terrain, le quadrillage du terrain, les voies d'accès, l'état des cours d'eau, l'état des forêts, la population, les activités minières et même au plus loin le comportement de l'ennemi que nous allons rechercher. Après cela, un briefing particulier est fait à toutes les unités qui vont aller sur ce terrain d'opération. Et pendant l'engagement tactique, le GEWA continue de faire du guidage, de faire du guidage des troupes, l'orientation des troupes au sol en plein temps. Pendant que les militaires sont engagés dans un terrain d'opération, nous ne pouvons pas poser des appareils. On veille pendant et également après pour faire ce qu'on appelle du post-battle assessment. Quand ces soldats sont revenus au camp, dans des casernes, qu'est-ce que le terrain qui a été conquis, à quoi il ressemble maintenant, surpris par certaines réalités des guerres contemporaines où il fallait avoir une idée du terrain ennemi, une vue aérienne du terrain ennemi. Et dans la foulée, le commandement a envoyé des pionniers sur certaines formations, notamment la formation sur des drones d'observation en Israël. Et c'est ceux pionniers-là qui sont revenus. Ils ont fait une sélection du personnel dans tous les billes. Naturellement, on regardait un niveau de connaissance scientifique. Et à l'issue, nous avons fait une formation locale pour ces pionniers-là. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec les drones. Au départ, nous n'avions pas de grands drones. Au départ, nous avions des drones, des quadricoptères. C'est qu'on rencontre sur les marchés, qui permet de faire des clips et autres. Et progressivement, nous avons commencé avec des drones Orbiter 2, qui avaient des autonomies de 3 heures de temps. Et nous sommes passés à partir de 2017 sur des drones qui vont à plus de 150 km, qui ont des autonomies de 7 heures de temps. Et c'est tous ces moyens et la montée en puissance qui nous ont permis d'avoir une certaine maîtrise du théâtre des opérations. En ce qui concerne la formation des membres de cette unité, il est clair que tout le monde ne peut pas en faire partie, car elle exige une précision et une technicité particulières. C'est pourquoi un processus de sélection rigoureux est mis en place pour garantir que seuls les militaires les plus qualifiés et les plus dévoués rejoignent cette unité. Nous avons réussi à ramener cette technologie et à développer des cours pour former de façon locale tous nos militaires. Les cours ont été rédigés par nous, les pionniers. Les formations sont faites par nous, les pionniers. La sélection est faite par nous. Et la formation, elle est continue parce que la technologie des drones, elle est tellement évolutive, elle va un peu trop vite. Le drone d'aujourd'hui, ce n'est pas le drone qui sera demain, ce n'est pas le drone d'hier. Et nous devons poursuivre cette technologie pour ne pas être à la traîne. Vous pouvez passer près de 18 heures sur 24 devant un ordinateur. Il faut l'aimer.
Si vous ne l'aimez pas, vous allez trouver que c'est assez pénible. Et cela demande également un niveau de sérieux assez élevé. Vous n'avez pas droit à la moindre erreur. Sinon, l'erreur que vous faites, le soldat, au moment où il s'engage sur un terrain, il peut ne pas revenir. Et je ne suis pas sûr que cela fait du bien à quelqu'un qui se mord les doigts parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il a été négligent. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande un niveau d'intelligence et beaucoup de concentration. Parce que la vie des soldats, c'est une ligne. On ne peut pas blaguer avec la vie des soldats. Alors quand on fait des rendus, quand on observe le terrain, la zone ennemie, on cherche le maximum d'informations pour satisfaire la demande des unités tactiques. Lors d'une opération en avril 2022 dans les monts Mandara, plus précisément dans les hauteurs de Kouva, le groupement d'observation aérienne a fourni une couverture ISR aux troupes au sol, en surveillant les mouvements des groupes terroristes et en transmettant leurs coordonnées GPS. Ce jour, la cible a été atteinte efficacement. Le commandant COM-GOA formé à l'EMIA a suivi d'autres formations spécifiques en Israël et aux États-Unis. Il nous explique sur une cartographie comment il veille efficacement à ses missions. Les drones sont pilotés à partir des ordinateurs particuliers et qui renvoient les informations en temps réel au moment où le drone est en l'air. Bon, ce qu'il observe de jour comme de nuit, et même à certains niveaux d'intempérie, il observe et on revoit immédiatement tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a, tout le comportement qu'il y a sur le terrain en temps réel. Et maintenant, ajouté au renseignement d'origine humaine que nous avons, nous pouvons anticiper peut-être sur l'analyse ou alors l'observation de certains groupes ennemis dans des zones particulières. Et avec ces informations en temps réel, nous pouvons même anticiper sur des engagements tactiques. Ça s'est plusieurs fois joué où nous avons observé des gens de l'ennemi Boko Haram et on a même fait appel à aux hélicoptères du GERAM dans la foulée pour avoir un traitement probant dans de ce côté. À bord de son véhicule, nous nous dirigeons vers la zone de lancement des drones, notamment où des drones Scan Eagle américains sont opérés. Sur l'itinéraire, il donne certaines caractéristiques de ces équipements de pointe. On a des drones américains, on a des drones israéliens. Malheureusement, tout ce qui est israélien actuellement, ils sont sur le terrain à Kolofata. Mais ça, c'est un véhicule qui appartient à ce système. C'est grâce à ce véhicule qu'on fait le décollage du drone. En arrivant à la base de lancement des drones, nous avons été accueillis par des techniciens militaires sélectionnés sur le volet. Nous avons eu l'opportunité d'approfondir nos connaissances sur le fonctionnement de ces engins volants et sur les missions qu'ils effectuent. Ici, c'est les drones américains. Ils peuvent atteindre 150 km avec des options d'antennes additionnelles. Voilà son launcher. Vous voyez, c'est presque la même configuration, sauf que ceci, c'est une installation très volumineuse. Et lorsqu'il a décollé, nous allons entrer dans sa salle de contrôle qui est là-bas. Tous les autres conteneurs, c'est les salles de maintenance, d'entretien. Ça, c'est l'antenne qui permet de communiquer avec le drone quand il est en l'air. Bon, quand il est en l'air, l'antenne fait une sorte de tracking. L'antenne suit le drone pendant son déplacement, pendant son vol. Le bruit des moteurs des drones et de leurs moyens de charge domine l'environnement, créant une atmosphère à la fois particulière et impressionnante. Par la suite, nous visitons le groupement d'intervention rapide aéromobile. Ici, c'est le commandant Lanoué Benoît, commandant du 2e escadron aérien, qui supervise les missions. Je suis le commandant du 2e escadron aérien du GERAM de Bille.
le deuxième escadron aérien parce que le Jiram a 4 escadrons. Il y a le premier qui est à Limbé, le deuxième ici, le troisième est également ici, mais c'est l'escadron de liaison et d'observation qui est utilisé par le groupement d'observation aérienne que vous avez visité tout à l'heure. C'est le GOA. Le GOA. Et le 4e escadron aérien à Yaoundé, c'est un peu l'escadron des grands chefs, c'est qu'on dit. La particularité du 2e escadron aérien, c'est qu'il est purement à dominante combat. Donc nous sommes l'escadron de combat du BIE. Au BIE depuis 9 ans, il dirige une équipe composée de 4 pilotes, un ingénieur et 8 techniciens. Il partage des informations sur les responsabilités de son unité et sa mise en œuvre. Je ne dirais pas qu'ils sont uniquement pour le combat, mais à dominante combat. Parce qu'en plus du combat, ils peuvent faire des évacuations sanitaires et du transport du personnel, qu'on a déjà eu à faire ici. Mais pour le combat, ce qui est sa première particularité, on est déclenché, on est tout le temps en alerte en fait. On est tout le temps en alerte. Ça dépend du comportement de l'ennemi sur le terrain. Dès que l'ennemi a un comportement qui peut permettre au commandement de nous solliciter, il nous sollicite et on a un préavis de 30 à 1 heure de temps pour intervenir en fonction des distances. En plus, il nous donne des détails et les spécificités de leurs moyens. Le Jiram a plusieurs missions. Le Jiram, globalement, oui, bien sûr. Nous avons le premier escadron qui est à Limbé, qui fait beaucoup plus dans le transport, l'appui aux forces, comme ça se passe en ce moment dans les régions du nord-est et du sud-ouest, c'est-à-dire les relèves des soldats, les livraisons des denrées et le transport du personnel. D'accord. Ok. Pour le 3e escadron aérien, eux, c'est l'escadron d'observation. En fait, c'est comme ils sont employés par le GOA, on a tendance à les taquiner que c'est un gros drone. Mais sauf que c'est un avion qui est équipé d'un système ISR qui permet d'avoir de bonnes acquisitions et de bonnes images qui sont exploitées ensuite par non seulement les forces au sol, mais surtout nous aussi. Pour ce qui est des incidents, il les considère minimes de 2016 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas eu d'incident majeur sur les aéronefs de 2016 à ce jour. Nous sommes arrivés ici en 2016, 2 ans après le début effectif des hostilités contre la secte Boko Haram. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu d'incident majeur. Juste des petits incidents. Comme nous utilisons un vecteur de l'aérocombat. Et l'aérocombat, c'est un combat proche du sol, mais venant des airs. Ce qui fait que nous sommes un peu comme un blindé, mais juste un peu au-dessus du sol. Donc c'est normal que de temps en temps, on tire sur nous. Sauf que la spécificité de cet hélicoptère, j'ai omis de le dire tout à l'heure. Je peux le résumer en 4 mots. Il y a d'abord la robustesse, parce qu'il est la partie avant où s'installent les pilotes est entièrement blindée jusqu'au pare-brise. Et il y a aussi les compartiments carburants qui sont blindés. Donc ça nous met en sécurité. Ce qui fait que souvent, même si on reçoit des impacts, on voit juste des petits traits sur le truc. Donc de ce côté-là, ça nous rassure énormément. Très souvent, lors de certaines missions, le Jiram collabore avec les hommes du groupement d'observation aérienne. Cela s'est produit lors de la mission de coordination 3D le 17 avril 2023, où leur objectif était un repère ennemi. Dès que le drone a repéré la cible, les coordonnées ont été transmises immédiatement au Jiram, qui s'est rapidement rendu dans les enclaves de la cuvette de Zélived, au pied des monts Tagoché. En octobre 2022, ces 2 unités ont également mené une mission similaire dans la forêt de Naba, près de Komché. Un groupe de Boko Haram s'échappait en profondeur dans le territoire nigérian, s'éloignant ainsi à la portée des troupes au sol. Seul l'hélicoptère pouvait intervenir rapidement et efficacement. Le lendemain, nous allons nous entretenir avec le commandant du premier BIE,
Cette formation, dont le poste de commandement se trouve également à Salak, a d'autres missions. Je suis le colonel Gassavé Félix, commandant le 1er bataillon d'intervention rapide avec poste de commandement à Maro-Salak. Le 1er BIR a pour mission principale la lutte contre les coupeurs de route, la lutte contre le grand banditisme transfrontalier, la lutte contre les prises d'otages et la lutte contre toute autre forme de menace qui pourrait surgir dans les départements du Djamaré, du Mayokani, du Mayo Danaï et une partie du Mayo Sava et du Mayo Tchanaga. L'une des missions principales du 1er BIR est le soutien à l'opération Alpha. Et pour paraphraser un stratège militaire que je ne citerai pas ici, la guerre est gagnée ou perdue par la logistique avant qu'un seul coup de feu soit tiré. C'est pour dire qu'en ce sens, le 1er BIR agit en backup et en appui à l'opération Alpha sur divers domaines. Donc, nous avons le soutien de l'homme, il s'agit de tout ce qui est alimentation. Nous avons également la logistique de combat, c'est-à-dire les véhicules, tout ce qui est la mécanique. Nous avons le soutien général et notamment ce que nous appelons l'aide au stationnement. Ça peut être les infrastructures, les constructions, les dépannages, etc. Et tout ce qui peut surgir dans le domaine logistique. Pour lui, 10 ans plus tard, après le début de la guerre contre Boko Haram, on peut considérer qu'il y a plus ou moins un retour à la normalité. 10 ans plus tard, le BIR part son bras armé qu'est l'opération Alpha. 10 ans plus tard, la lutte continue. 2 ans plus tard, l'opération Alpha a mené des grosses campagnes soutenues par le 1er BIR. 10 ans plus tard, la confiance a été restaurée dans les frontières du Cameroun qui n'ont jamais été violées, ça il faut le dire. 10 ans plus tard, les populations ont repris progressivement avec leurs activités économiques. 10 ans plus tard, le BIR continue d'être aux côtés de ces populations pour leur permettre un retour à la normalité. Sur la dizaine de personnels féminins que compte le BIR, 6 d'entre elles servent dans les emplois sédentaires, logistique, secrétariat, comptabilité, infirmerie, au 1er BIR. Issues d'un contingent 2000 et 2002, elles sont aujourd'hui des seniors dans la troupe. Je suis entrée dans l'armée après la formation des soldats que l'on était. Mon affectation était directement ici au BIR jusqu'à nos jours. Je suis à 24 ans. Bon, disons 23 ans ici, dans le BIR. Elle est fière de servir son pays et nous parle de ce qui l'a motivée à rejoindre les rangs du BIR. Le bataillon d'intervention rapide est l'un des bataillons le plus bien représenté, que ce soit dans leur tenue, dans leur manière de faire, dans la discipline. Et l'engouement d'avoir que les éléments du bataillon d'intervention rapide, c'est beaucoup de choses qui m'ont tellement impressionné. Au centre d'instruction qu'on était à Ngaoundal, je me rappelle à l'époque en 2000, quand ils sont arrivés, ils étaient toujours bien présentables et tout ça. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et je ne connaissais pas d'ailleurs le fond, mais au premier vue, j'ai été impressionnée par leur manière de faire et c'est pour cela que je me suis aussi précipitée pour pouvoir venir mieux regarder et faire aussi. Elle croit que les femmes devraient intégrer l'armée sans se limiter à penser que c'est un domaine réservé exclusivement aux hommes. Elle parvient à concilier vie familiale et vie professionnelle. Me consacrer pour mes enfants, ce n'est pas un problème. Le mariage non plus. Pourquoi? Parce que je suis femme au foyer comme tous les autres. Et le travail, mon travail ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Si c'est la mission, je m'en vais en mission. Je rentre à la mission, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari. Donc le reste, ce n'est pas un problème pour moi. Et j'adore ça. J'ai toujours encouragé, que ce soit dans mon village ou partout où je me retrouvais, j'ai toujours dit aux filles de venir dans l'armée. Pourquoi? Parce que
l'armée n'est pas seulement faite pour les hommes. Et par contre, nous, quand on était au centre, ou même partout où je suis passée, j'ai toujours galvanisé les hommes à faire plus. Pourquoi j'étais toujours la première à être devant? Parlant de ses parents, j'étais toujours à la porte. Et quand un homme voit une femme sortir, lui, il va se poser la question, comment la femme sort, pourquoi pas moi? Et donc partout où on se retrouvait, que ce soit en formation ou que ce soit, on prenait toujours l'exemple sur nous. La femme est devant, dès qu'on met une femme devant, c'est galvanisé. Et je disais toujours aux filles, je le dis encore d'ailleurs, partout où je passe, je dis qu'il n'y a pas mieux que l'armée. Enfin, nous nous entretenons une deuxième fois avec le commandant de l'opération Alpha, le colonel Maïdouang Désiré, issu de la 28e promotion de l'EMIA et lauréat de la 15e promotion de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé, et en service au BI depuis 23 ans. Il nous parle des 3 zones d'action de son opération, en insistant sur la zone sud. Ces 3 zones, ou alors la répartition de la zone d'action à 3 zones opérationnelles, répond aux besoins de la menace. C'est une zone qui va pratiquement au sud du lac Tchad jusqu'à la lisière, jusqu'à la frontière avec la région du Nord en ce qui concerne le fuseau ouest. Donc c'est à dessein que ces 3 zones ont été disposées et à l'intérieur de ces zones, nous avons des unités et des bases, des billes entièrement construites et on en dénombre plus d'une vingtaine. Donc c'est un dispositif qui nous permet de quadriller effectivement ce fuseau ouest qui est infesté par Boko Haram depuis 2014. Pour lui, en 10 ans de guerre contre Boko Haram, le constat est clair. Et en ce qui le concerne, l'événement le plus marquant est l'attaque simultanée de Limani et Amchidé. En effet, madame, je vous parlerai d'un incident. Je ne sais pas si ça m'a marqué de manière négative ou positive, mais je crois que c'est beaucoup plus positif. Cet incident a eu lieu le 15 octobre 2014, quand les bases billes de Limani et de Amchidé ont été simultanément attaquées. C'était une attaque de grande envergure et d'une très grande violence. Comme retient de cette attaque, c'est que nos hommes ont vaillamment repoussé l'ennemi tout en infligeant des pertes. D'ailleurs, quand vous irez sur le terrain, vous verrez au niveau des Amchidé les vestiges de cette attaque où manifestement Boko Haram à l'époque avait tous les moyens pour faire du mal. Mais le BI a, n'est-ce pas, su stopper cet élan. Et je crois que cette attaque constitue également un tournant dans la lutte contre Boko Haram. Parce que Boko Haram, à travers cette attaque, ne devrait pas seulement s'arrêter à Moura ou bien à Amchidé ou Limani, mais avait pour intention de venir conquérir Moura. Concernant les actions civilo-militaires, il s'agit davantage d'initiatives visant à influencer et à modifier les perceptions des populations dans un environnement de précarité. Pendant toute l'opération Alpha, depuis le début, le B a la population, n'est-ce pas, à cœur. Et c'est ainsi que beaucoup d'actions ont été menées à l'endroit de la population, notamment les actions civilo-militaires, qui sont pratiquement quotidiennes. Et également d'autres opérations d'influence que nous menons, notamment avec nos patrouilles. Nous, dans les différents villages, question de rassurer ces populations-là. Nous menons également beaucoup d'actions psychologiques au sein de la population, notamment en allant converser avec elles dessus, parce que, voyez-vous, à certains endroits, ces populations ont un peu peur de l'homme en tenue et nous faisons tout pour nous rapprocher, ne serait-ce que dans des causeries, ainsi de suite. Et je crois qu'à ce jour, la population n'est pas déçue, n'est pas très déçue de nos actions. En conclusion, le colonel adresse un message à ses hommes, aux populations
et ainsi qu'aux autres forces présentes dans la région. Pour les hommes, je voulais m'adresser aux hommes, leur dire que beaucoup de choses ont été faites positives. Boko Haram est en train de sombrer, Boko Haram est en train de disparaître. Et il suffit juste de maintenir le cap et je crois que tout ira bien. Pour les populations également qui de plus en plus reviennent à la vie normale, surtout dans les villages, les localités qui ont été abandonnées. Là également, je leur demande d'avoir foi en nous, d'avoir confiance aux forces de défense et de sécurité et surtout de nous apporter leur pierre à nous, à cet édifice, en nous apportant le renseignement, ainsi de suite. Et également aux autres forces, parce qu'il faut le dire, le théâtre est partagé avec d'autres opérations, notamment la force multinationale et Émergence 4. Entre ces forces, c'est la coordination parfaite, c'est la collaboration parfaite sous l'égide du général de brigade, du général de division commandant la région, 4e région militaire interarmée. Et pour tout, à l'endroit de toutes ces forces, je demande davantage de collaboration et de coordination dans nos activités. Malgré tous les efforts menés par les forces de défense et de sécurité, cette région reste en proie aux terroristes et aux attaques de la secte islamiste. Une semaine ne passe sans que le BI ne soit en alerte d'une attaque éventuelle. 3 jours après notre départ d'ailleurs, 4 valeureux soldats de la zone sud ont perdu la vie et 2 blessés gravement suite à l'explosion de leur véhicule sur un EEI lors d'une patrouille d'intervention. Ce malheureux incident s'est produit à 50 km de Kolofata, à Gossi, après une alerte lancée par les populations de Davidalo. Un an après, nous revenons dans l'arrondissement de Mémé pour constater l'évolution des travaux liés au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion. Aujourd'hui, le centre est achevé et pleinement opérationnel, prêt à accueillir ceux qui souhaitent entamer une nouvelle étape de leur vie. Cette initiative, portée par le chef de l'État camerounais, incarne un effort significatif pour offrir une seconde chance aux anciens combattants repentis afin de les réintégrer dans la société et de promouvoir une paix durable dans la région. Cet investissement est une preuve de son engagement vis-à-vis des idéaux de paix, mais aussi et surtout vis-à-vis d'une jeunesse décidément en perdition et en proie aux marchands d'illusions et aux prédicateurs de haine. Grâce à ces efforts, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour ces personnes, jeunes, femmes et hommes vulnérables, offrant la possibilité de prendre un nouveau départ et de contribuer de manière efficiente au développement local. En 10 ans de conflit contre la secte islamiste Boko Haram dans la zone du septentrion du Cameroun, le constat est simple. Les forces de défense et de sécurité sont passées de la posture défensive à la posture offensive, avec une menace essentiellement localisée à l'extérieur du pays. Leurs actions sont boostées par une parfaite collaboration avec les forces armées nigérianes qui luttent au quotidien pour une éradication complète de cette menace. Une collaboration qui, aujourd'hui, est dans sa phase la plus avancée de l'histoire et va du partage de renseignements à des livraisons des lignes de débouchés sur le terrain. Et dans les cas extrêmes, des appuis dans les manœuvres.